bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ils sont encore tout chauds. Les chiffres du chômage de mars viennent d'être communiqués par le ministère du Travail. Le mois dernier, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 1,3%. C'est une forte hausse. Des chiffres qui, toutefois, ne remettent pas fondamentalement en cause le constat suivant observé depuis des années. La France vit avec un chômage de masse. Plus de 5,5 millions de personnes, toutes catégories confondues. C'est avec cette donnée essentielle que va démarrer le prochain quinquennat. Alors du côté d'Emmanuel Macron comme du côté de Marine Le Pen, la lutte contre le chômage figure naturellement au rang des objectifs prioritaires. Leur visite quasi simultanée ce mercredi aux salariés de Whirlpool à Amiens témoigne de leur volonté de s'afficher comme le ou la meilleure dans ce domaine. Mais les moyens d'y parvenir sont presque diamétralement opposés. Sortie de l'euro, protectionnisme aux frontières, préférence nationale du côté de la candidate du FN, intégration européenne, accords commerciaux, encouragement à l'initiative privée du côté du patron d'En Marche. Dans sa chronique du jour pour le quotidien Les Échos, l'économiste Jean-Marc Daniel voyait dans cette opposition le spectre d'une guerre idéologique vieille de 200 ans. Alors Macron-Le Pen, qui créera le plus d'emplois ? Eh bien, pour en discuter, deux économistes engagés auprès des deux finalistes de cette présidentielle. Vous les connaissez si vous nous suivez régulièrement. Il s'agit de Philippe Martin et Bernard Monod. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous les connaissez parce qu'ils ont participé il y a un mois de cela à notre grand débat où on avait réuni 5 économistes. C'était lors d'une émission spéciale avant le premier tour. Il n'y a plus que 2 candidats, il n'y a donc plus que 2 économistes. Philippe Martin, vous êtes professeur au département d'économie de Sciences Po et vous conseillez Emmanuel Macron. Et vous, Bernard Monod, vous êtes député européen et vous êtes stratégiste économique du Front National. Alors je voudrais commencer cette discussion en vous posant une question d'ordre assez général, mais j'aimerais savoir quelle est pour vous la principale finalité de la politique économique. Est-ce que c'est, par exemple, justement, de lutter contre le chômage ou de créer des emplois, Bernard Monod ? Je dirais l'objectif principal, c'est le plein emploi, car il revient à l'État de créer les conditions nécessaires pour que les entreprises privées créent de l'emploi pour leurs citoyens. C'est l'intérêt général et je dirais la sécurité des citoyens, sécurité économique et sociale. Et le deuxième, c'est la prospérité globale économique du pays dans la concurrence mondiale. Et pour vous, Philippe Martin ? Je pense que ce sera le seul point peut-être sur lequel on sera d'accord. Je crois qu'en effet, l'objectif de la politique économique, c'est créer le plein d'emploi, c'est baisser le chômage, parce que l'emploi, c'est pas seulement un salaire, c'est aussi l'intégration dans la société, et beaucoup de choses vont avec l'emploi. Il y a 2 façons d'envisager un retour au plein emploi. Enfin non, il y en a plusieurs. On va dire il y a 2 grandes façons. La première qui pourrait être de se dire il n'y a pas suffisamment d'emplois aujourd'hui, donc il faut peut-être repenser le partage du travail. Puis il y a un autre qui serait peut-être plus optimiste en se disant il faut mener des politiques qui permettent de créer de nouveaux emplois. Vous êtes plutôt sur quelle ligne, vous, Philippe Martin ? On n'est pas des Malthusiens, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y a un nombre d'emplois fixe et qu'on pourrait se le partager. Donc, par exemple, les 35 heures ou aller vers même les 32 heures, nous on pense pas que ça crée des emplois. Pareil, interdire toute immigration ou même renvoyer les immigrés, ce qui est la même politique malthusienne d'emploi, ça non plus, c'est pas ça qui crée des emplois. Ce qui crée des emplois, c'est d'avoir de la croissance, c'est d'avoir une économie compétitive et donc aussi de permettre, en particulier pour les moins qualifiés, puisque je rappelle, le problème du chômage en France, c'est fondamentalement des personnes, 80% des chômeurs sont des gens qui n'ont pas le bac ou le bac. Donc c'est un problème aussi de qualification. J'espère qu'on y reviendra parce que je pense que c'est absolument essentiel. Bernard Monod, est-ce que c'est parce que vous faites le diagnostic d'une pénurie durable d'emploi que au Front National, vous prenez par exemple la préférence nationale en matière d'emploi parce que cette denrée est trop rare aujourd'hui, qu'il faut la partager autrement et sur des critères de nationalité ? Nous prenons la priorité nationale et ça passe, si vous voulez, par l'amélioration du marché du travail. Or, les conditions qui ont été créées depuis l'entrée dans l'euro en 99, puis 2002, et également le modèle ultralibéral économique de l'Union européenne depuis 25 ans fait que toute notre économie est asphyxiée, notamment par la germanisation de l'économie allemande, de l'économie européenne. Et donc, si vous voulez, on ne peut plus continuer comme ça. C'est bien pour ça que
dès lors que nous avons annoncé la crise en 2008, nous avons immédiatement remis à plat notre modèle économique pour créer le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent. Nous avons été le seul d'abord à annoncer cette crise pour justement lutter contre cette hémorragie. Qui a annoncé cette crise? Parce que vous répétez ça assez souvent, mais je crois que j'ai jamais vu de texte du Front National. Je vous invite à aller voir la conférence de presse du 24 juin 2008 qui annonçait d'ici la fin de l'été la crise bancaire et financière. On était déjà en pleine crise et il y avait beaucoup d'économistes en juin 2008 qui avaient parlé de la crise. Non, si vous l'aviez fait 5 ans avant... Pas au PS et pas à l'UMP, je m'excuse, en tout cas en tant que parti politique. Je suis pas à l'UMP. Oui, vous êtes au Macron et on sait en marche, peut-être en marche arrière d'ailleurs. Bon, on va aller chercher en tout cas... radeau de la Méduse, de l'UMP et du PS. On va aller chercher dans les archives pour peut-être trancher cette discussion. 2008. Revenons en tout cas en 2017. Vous avez évoqué alors deux termes justement, l'euro, le protectionnisme. Là, je pense qu'on est sans doute sur ce qui oppose le plus les deux candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Philippe Martin, est-ce que euro et protectionnisme, ça ce serait du côté de Marine Le Pen? Est-ce qu'à l'inverse, on pourrait définir le programme d'Emmanuel Macron en termes de politique économique à l'échelle européenne avec les termes de libre-échange et de monnaie commune? Libre-échange, Emmanuel Macron n'est pas un libre-échangiste naïf, c'est-à-dire qu'il sait très bien qu'en effet le libre-échange peut avoir des mauvais aspects et parce que il y a un certain nombre de pays qui ne jouent pas avec les bonnes règles du jeu. Donc il y aurait un libre-échange intelligent, comme certains parlent de protectionnisme intelligent. Il y a des règles qu'il faut appliquer et qu'il faut appliquer beaucoup plus durement. Je rappelle que Emmanuel Macron, quand il était ministre de l'Industrie, il s'est battu en particulier sur la question de l'anti-dumping chinois. Les députés FN ont été complètement absents, par exemple, de ce débat. Ils n'ont pas du tout été actifs sur ce sujet. Et l'anti-dumping, c'est justement imposer des règles beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces sur l'anti-dumping qui vient sur, par exemple, l'acier, les importations chinoises. C'est lui qui a avancé le sujet au niveau européen. C'est lui qui a permis que, en effet, si vous regardez les importations chinoises d'acier aujourd'hui, elles se sont totalement effondrées. Pourquoi? Parce qu'on a mis des tarifs sur les importations chinoises. Donc nous, ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut faire n'importe quoi sur le libre-échange. Il faut qu'il y ait des règles et il faut qu'elles soient appliquées de manière très efficace et très rapide, ce qui n'a pas toujours été le cas de l'Union européenne. Donc nous, on veut être absolument très exigeants sur ce sujet. Est-ce que c'est radicalement différent de ce que vous dites, vous, Bernard Monod? Moi, ce que je constate, c'est le bilan de M. Macron et de M. Hollande, car les deux sont les mêmes, ils ont le même bilan. Encore aujourd'hui, 43 000 chômeurs supplémentaires, donc c'est bien le bilan économique de M. Macron et de M. Hollande. Mais sur la question du protectionnisme, du libre-échange. Pourquoi nous, on qualifie de protectionnisme intelligent? C'est au sens de l'intelligence économique. Nous sommes, M. Martin, dans une guerre économique mondiale. Comment vous vous défendez face à cette guerre économique mondiale, face aux grandes puissances économiques que sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, le Japon, si vous n'avez pas de frontières nationales? C'est impossible. C'est bien pour ça que le chômage a explosé, parce que de fait, notamment avec la zone euro, qui n'est pas du tout compétitive par rapport au dollar et aux autres monnaies internationales, eh bien vous avez les entreprises qui quittent le territoire, qui quittent la zone euro pour, comme par exemple aujourd'hui, puisque nos deux candidats respectifs sont allés rencontrer l'usine Whirlpool, ils vont où? Ils vont en Pologne, c'est-à-dire hors de la zone euro, parce que l'euro asphyxie les entreprises. Et donc, bien entendu, aggrave le chômage. Voilà, c'est pas pour rien qu'il a à son crédit plus de 400 000, voire 500 000 chômeurs depuis le début du quinquennat. Donc ça veut dire que pour vous, Bernard Monod, sortir de l'euro, par exemple, même si c'est une sortie qui peut se faire par étapes, si j'ai bien compris le programme de Marine Le Pen, et mettre en place des mesures protectionnistes en taxant, par exemple, un certain nombre d'importations, ça, ce sont des mesures qui, dans votre programme, sont susceptibles de créer de l'emploi, de lutter contre le chômage? Oui, parce qu'avec le programme de patriotisme économique et de protectionnisme intelligent de Marine, Whirlpool ne serait pas parti en Pologne. Alstom n'aurait pas été bradé, comme l'a fait M. Macron et M. Hollande, à la General Electric aux États-Unis il y a 2 ans. Pour moi, c'est une trahison. C'est la même chose pour Technip, c'est la même chose pour Alcatel, pour SFR, etc. Il a mené une grande braderie des entreprises françaises avec
avec l'étranger. Philippe Martin. Bon, c'est faux évidemment, mais je reviens sur il n'y a qu'à voir les faits. Je reviens sur le point du chômage. Vous dites c'est l'euro qui a créé le chômage. Je rappelle juste que nous ne sommes pas allés en dessous de 7% de chômage depuis 1983. Si je me rappelle bien, nous n'étions pas dans l'euro et quand en 1993 il y a eu la crise, une autre crise qui n'était pas aussi forte que celle 2008-2009, nous étions pas dans l'euro. Donc le problème du chômage français, c'est un problème très long et le chômage de masse, ça vient pas de l'euro. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la crise de la zone euro a été mal gérée. Et ça, Emmanuel Macron l'a dit, l'a répété. Les pays de la zone euro sont allés beaucoup trop rapidement sur une politique fiscale d'austérité, contrairement aux États-Unis par exemple. Donc là, il a été très clair. Et c'est pas parce qu'on est pro-européen qu'on ne peut pas critiquer ce qui a été fait dans la zone euro, proposer des réformes et être exigeant avec nos partenaires. Sur la sortie de l'euro, soyons clairs, et puis après je voudrais parler aussi du protectionnisme parce que ça me paraît très important. Bon, vous dites que vous avez un plan pour sortir de l'euro, je crois que personne ne le comprend, et ce qu'on comprend en revanche, c'est de voir ce qui s'est passé en Grèce en 2015 au moment où en effet la Grèce a failli sortir de la zone euro, c'est-à-dire que à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? La Banque nationale grecque a été obligée de mettre des restrictions sur les mouvements de capitaux et elle a été obligée d'interdire c'est la BCE qui l'a exigé. Oui, mais la banque grecque, parce qu'ils ne voulaient pas sortir de la zone euro, ils ont été obligés de le faire. Donc c'est le gouvernement grec qui a en effet restreint les retraits sur les comptes bancaires. Donc il va falloir que, et à chaque fois je pose la question, Madame Le Pen devra nous dire si en effet elle restreint les retraits sur les comptes bancaires. Sortir de l'euro, ça ne changera pas la question de la compétitivité. Pourquoi ? Parce que si on sort de l'euro, les Italiens, les Espagnols aussi vont sortir de l'euro. Donc nous, on va dévaluer de 20-30% par rapport au Deutsche Mark, mais on va s'apprécier. Et donc on va perdre en compétitivité de l'ordre de 20, 30, 40% par rapport à nos concurrents italiens et espagnols. Donc c'est vraiment pas du tout la bonne solution, ça va pas nous faire gagner en compétitivité. On va revenir avec vous. Philippe Martin, sur les questions. Parce que c'est important. Juste attendez, sur les questions du protectionnisme, on va y revenir promis dans un instant, mais juste pour continuer un petit peu sur cette question de l'euro et sur ce que vous évoquez, Philippe Martin, qui est une question importante, celle de la compétitivité. S'il y a sortie de l'euro, Bernard Monod, on est sûr qu'il va y avoir dévaluation, même si le niveau de la dévaluation... Non, il n'y a pas forcément d'évaluation. Alors quel est l'intérêt si on dévalue pas ? L'objectif de récupérer notre politique monétaire nationale et de proposer en alternative d'avoir une euro-monnaie commune dans la zone euro pour continuer à commercer à l'international, c'est de récupérer notre compétitivité dans la zone euro. Nous avons à peu près 20% de perte de compétitivité par rapport à l'Allemagne, qui est notre principal concurrent. Donc comment fait-on ? Aujourd'hui, l'euro-dollar est déprécié d'environ 25 à 28% depuis 4 ans. Donc ça nous convient tout à fait. En revanche... Vous disiez tout à l'heure qu'il était trop élevé. Non, mais on parle de l'euro-dollar, monsieur. Là, maintenant, le problème, c'est la zone euro. Qu'est-ce qu'on fait interne dans la zone euro ? Le plus gros concurrent, c'est l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Bon, alors, il y a une étude du FMI... Avec l'Espagne, avec l'Italie, avec beaucoup d'autres pays. Ce qui nous intéresse, c'est la France et l'Allemagne, dans l'occurrence. Donc, il y a 20% d'écart. Il y a une étude du FMI qui dit que le Deutsche Mark, en équivalent euro, est 15% trop bas et le franc 6% trop haut. Donc, il se trouve que ça correspond à 20%. Nous, ce que l'on veut, c'est déverrouiller le taux de change fixe dans la zone euro pour justement regagner ces 20% de compétitivité et pour que nos produits redeviennent immédiatement compétitifs par rapport aux entreprises exportatrices. Donc, pas de perte de compétitivité et pas de perte de pouvoir d'achat s'il y a une sortie de la zone euro. Et surtout, éviter, si vous voulez, le saccage social que va nous préparer M. Macron si par malheur il est élu, c'est-à-dire c'est l'austérité que subissent aujourd'hui les Grecs, les Chypriotes, et puis on voit bien, c'est la réforme structurelle, c'est la fin du système de protection sociale, c'est la sécurité sociale, les retraites, l'assurance chômage, la politique familiale, etc. Je reste encore un instant sur l'euro. C'est un sujet vaste qui mériterait une émission à lui seul. Mais enfin, il y a tout un tas de sujets qu'on va aborder. Le point central du FN, c'est de sortir de l'euro, c'est-à-dire quand même de se payer une troisième crise financière. On a eu celle de 2008. Mais on l'aura de toute manière, M. Martin. De la crise de la zone euro. Et donc maintenant, on va avoir la crise financière FN de sortir
de l'euro. Justement, je voulais vous poser la question. La banqueroute financière, ce sera Monsieur Macron si par malheur il est élu. Philippe Martin, justement, je voulais vous poser la question. Tout à l'heure, vous disiez l'euro n'a pas eu d'incidence sur le chômage de masse en France. Est-ce que vous considérez que sortir de l'euro aurait un impact sur l'emploi en France? Il n'en a pas eu, puisque un certain nombre de pays qui sont dans la zone euro sont au plein emploi. Donc c'est pas l'euro en soi qui est un problème. Et sortir de la zone euro, ça fait deux problèmes. Un, à court terme, en effet, c'est une troisième crise financière. Parce que clairement, il y aura une panique sur les comptes bancaires. Elle aura lieu quoi qu'il arrive. Quel que soit le président, il y aura une crise financière. Donc indirectement, en tout cas, il y a un impact sur l'emploi. On va y mettre un bouclier. Vous prédisez une crise financière en cas de sortie de la zone euro. C'est en effet vrai. C'est en effet exactement ce qui va se passer. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que sortir de la zone euro ne réglera aucun problème. Et on va se retrouver dans la situation où d'ailleurs on était dans les années 90, c'est-à-dire d'évaluation compétitive, où en effet, les Italiens et les Espagnols feront plus de dévaluation que nous, avec énormément d'instabilité sur les taux de change, et où, je vous rappelle, on n'avait pas de souveraineté monétaire. Quand on était dans le système monétaire européen, la politique monétaire de la France, elle était en fait calquée sur la politique monétaire de l'Allemagne, tout simplement parce qu'on était en taux de change fixe. Donc c'est ça ce que propose le Front National. Moi, ça me va pas, et je pense qu'il faut bien mieux réguler la zone euro, faire des changements structurels sur la zone euro, parce que de fait, là, je pense en effet que la zone euro telle qu'elle est, elle ne fonctionne pas bien, mais il ne faut pas détruire l'euro, il faut le réformer et pour améliorer son fonctionnement. Vous préférez le chômage endémique, ça c'est sûr? Non, le chômage endémique, il existait avant l'euro, et c'est un problème qui existe en France et qui n'existe pas dans d'autres pays de la zone euro. Il est à cause de ce modèle ultralibéral que nous impose l'Union européenne, la Commission européenne, Écoutez, etc. Quand on a 57% Alors vous parlez de l'euro, moi je veux vous parler les deux en même temps parce que sinon on ne va pas vous comprendre. Je ne crois pas qu'on est dans un modèle ultralibéral. Si, absolument. Vous faites une fixation sur l'euro, mais il y a également le problème de la dette. Qu'est-ce que vous allez faire pour rembourser la dette qui n'a jamais été remboursée depuis 40 ans? Et troisièmement, c'est les banques. Qu'est-ce que vous faites sur les banques? Alors brièvement, si vous voulez bien, parce que je vous rappelle que tout à l'heure des retraits. Alors nous, je vous garantis que ce que l'on veut, c'est garder les retraits, les rachats, et que l'argent des Français continue à leur appartenir. Vous allez soutenir l'union bancaire qui est déjà en place, l'union bancaire et la loi Sapin 2, le nouveau régime de totalitarisme financier qui va taper dans les comptes. Utilisez pas des grands mots. Totalitarisme, je crois que pour le FN, c'est mieux de ne pas utiliser ce type de mots. Ça, c'est facile. Donc le totalitarisme financier qui a été mis en place depuis le 1er janvier 2016 et qui va taper dans les comptes des clients lorsque la prochaine crise financière... C'est un immense mensonge que le FN répète. Alors, réponse de Philippe Martin. C'est une réalité. Bernard Monod, laissez répondre Philippe Martin puisque vous l'interpellez. Moi, je suis à la commission économique. J'ai vu cette directive se mettre en place et elle a même été aggravée par la loi Sapin 2 qui fait la même chose sur les contrats d'assurance vie. L'argent des Français ne leur appartient déjà plus. On laisse répondre Philippe Martin, même si vous êtes un peu sorti de notre thématique de ce soir, parce que là, vous en amenez sur... Oui, mais je sais bien, mais il nous faudrait 2 heures. Philippe Martin. Les dépôts bancaires en France étaient garantis à hauteur de 100 000 €. Ils restent garantis à hauteur de 100 000 €. C'est un mensonge institutionnel. Ouais, tout le monde pourra vérifier. Car je demande aux gens... On va arrêter là, juste sur ce sujet, si vous voulez bien, Bernard Monod, parce que j'ai vraiment peur qu'on n'ait pas le temps d'aborder tout un tas d'autres sujets qui sont extrêmement importants, même si celui-ci l'est également. Philippe Martin, vous nous disiez tout à l'heure, je voudrais revenir sur les questions de protectionnisme, notamment alors dans ce qui est dans le programme de Marine Le Pen, des taxes sur les importations. Il y a une logique finalement à vouloir protéger des productions françaises dans le but de favoriser l'emploi. Oui, mais à chaque fois, le FN, c'est exactement la même chose que la sortie de l'euro, le FN ne voit pas ce qui va se passer juste après. Qu'est-ce qui va se passer juste après? Alors, attendez, Bernard Monod. On a anticipé la crise en 2008, on n'a rien vu. Attendez, Bernard Monod. On vous a pas entendu, M. Martin. Laissez Philippe Martin nous expliquer ce qui va se passer. Et après, vous verrez des chroniques dans l'IB et relisez-les. Elles sont sur mon site. Apparemment, vous n'avez pas été écouté par les politiques que vous défendez. Qu'est-ce qui va se passer sur le protectionnisme? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on sort de l'Union européenne et on met des tarifs sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur un certain nombre de pays, sur la Pologne, etc., etc. Qu'est-ce que vont faire ces pays?
Vous croyez qu'ils vont rester quoi comme ça, tout simplement en disant « Oh ben oui, non, il va y avoir en effet une taxe, c'est bien une taxe sur la consommation des biens apportés, hein, puisque c'est une taxe sur la consommation, hein, les tarifs, il faut pas mentir aux Français. Donc non seulement les consommateurs français paieront plus, ça c'est une évidence, mais ce que vont faire les Allemands, les Italiens, etc., c'est qu'ils vont mettre aussi une taxe sur nos importations. Je rappelle quand même qu'il y a 4 millions d'emplois sur nos exportations, les exportations qui vont vers ces pays, ils vont mettre aussi, c'est une rétorsion commerciale, et ce qu'ils feront, c'est une évidence. Et donc ce que ça signifie, c'est qu'il y a 4 millions d'emplois en France qui sont directement liés aux exportations, et c'est ces 4 millions d'emplois qu'on met en danger par cette politique complètement délirante. Alors Bernard Monod, qu'est-ce que vous répondez, vous, alors non seulement à Philippe Martin, mais aussi, j'imagine, aux entreprises qui exportent beaucoup et qui peuvent être menacées, si vous appliquez ce programme de taxer les importations, menacées par des mesures de rétorsion qui sont des mesures assez logiques, comme l'expliquait Philippe Martin. Est-ce que ça veut dire que dans votre politique, peut-être, alors pas à court terme, mais à plus long terme, vous envisagez une France qui serait autosuffisante, qui pourrait se passer des importations et qui pourrait se passer des exportations et qui vivrait repliée sur elle-même? Est-ce que c'est ça la philosophie? Oui. Avant l'Union européenne et avant l'euro, la France n'existait pas. Hein. Elle n'a jamais commercé depuis les Phéniciens, les Étrusques, etc. Voilà. Donc si je vous suis, si je résume, c'est ça. Hein. Donc avant l'Union européenne, la France commerçait. Elle était même d'ailleurs beaucoup plus puissante économiquement. La riposte, les représailles dont vous parlez, on les a déjà, monsieur. On a une balance commerciale encore en 2016 d'environ 50 milliards d'euros. Hein, et ce qui date depuis 2002. Qui nous a mis depuis la balance commerciale est structurellement déficitaire depuis 2002, depuis l'entrée de la France dans l'Union européenne. Parce que la France a et dans le un problème de compétitivité. Bon. Oui, c'est ça. Donc c'est pas avec vos mesures, c'est pas avec vos mesures qu'on va régler ce problème de compétitivité. Vous, avec M. Macron et M. Hollande, c'est la déflation des salaires et c'est l'augmentation de la CSG pour justement mettre les Français à genoux. Mais expliquez-nous. Et en plus de ça, en plus du chômage. Vous n'avez pas répondu. Alors c'est quoi l'impact des taxes sur les importations sur l'activité économique française? C'est sur les taxes, sur les exportations que je voudrais qu'on vous entende. On prend l'exemple de Whirlpool, puisque c'est l'actualité. Voilà, Whirlpool part en Pologne. Elle fabrique des machines à laver qui vont être forcément réimportées en France pour obtenir le marché français. Eh bien, elle subira une taxe qui va rétablir la concurrence déloyale qui est faite avec les pays qui sont hors de la zone euro. C'est exactement le problème. Mais ils mettront des taxes s'ils veulent. Le problème, il n'est pas là. Nous, on protège les emplois. Monsieur Martin, nous, on protège les emplois français. D'accord? Vous parlez des 4 millions, mais il y a les 16 millions. Mais il y a les 16 millions aussi qui travaillent des entreprises domestiques françaises, les TPE, PME, PMU, les artisans, les indépendants, que vous avez massacrés avec le RSI. Vous avez massacré les indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, etc. avec le RSI, les agriculteurs avec le MSA, etc. Demande la suppression du RSI. Oui, nous, on ne demande pas la suppression, on demande la remise à plat et surtout la justice sociale, parce que ces gens-là sont en train d'être asphyxiés à cause des cotisations absurdes du RSI. Mais attendez, c'est pas très vague. On remet à plat le régime et on laisse la liberté. Vous nous avez rien expliqué sur alors, sur les échanges, ce que l'on veut, c'est revenir à une balance commerciale équilibrée. Comment vous rééquilibrez entre l'Allemagne et la France avec 250 milliards d'excédents de la balance commerciale allemande et 50 milliards de déficit? Comment vous faites? Mais vous allez faire baisser les importations, c'est vrai, et vous allez faire baisser les exportations. C'est pas ça qui va régler le problème de la balance commerciale. Le sujet, c'est que nous allons appliquer une 3% de contribution sociale aux importations pour aussi financer la demande intérieure des bas salaires et soutenir le pouvoir d'achat des Français. Alors, vous avez évoqué Bernard Monod, j'ai évoqué d'ailleurs aussi en début d'émission le cas Whirlpool, de cette usine d'Amiens dont la délocalisation est prévue en Pologne début 2018. Quelle peut être la réponse que vous apportez, Philippe Martin, à travers Emmanuel Macron, à ces salariés et qui disent, l'illustration parfaite des effets néfastes de la mondialisation, de la concurrence qui peut exister entre des pays qui font partie de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter ce genre de délocalisation parce que peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres relocalisation dans l'autre sens? Quelle peut être justement les solutions apportées? Il dit que l'attitude de la direction de Whirlpool était inacceptable, que donc il fallait absolument avoir un dialogue sur une reprise
Donc ça, c'est l'objectif premier, c'est la reprise du site, et sur des conditions pour, s'il y a des licenciements, des conditions les plus favorables, les plus favorables aux salariés. D'ailleurs, ce qui s'est passé à Whirlpool aujourd'hui est assez symptomatique. Marine Le Pen est allée à l'entreprise sans être annoncée, est restée 10 minutes sur un parking. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a d'abord rencontré l'intersyndicale pendant plus d'1 heure, et ensuite, il est allé pendant aussi 1 heure discuter avec les salariés. Donc ça, c'est une attitude complètement différente. Et lui n'a pas dit il n'y aura jamais de fermeture d'entreprise en France, parce que ça, c'est de la démagogie de dire que, à moins que vous disiez qu'on va interdire les licenciements en France, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais de fermeture d'entreprise en France. Ne faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Alors à ce moment-là, dites-nous comment vous allez faire, parce que Marine Le Pen aujourd'hui, des subventions publiques, du CIR, du CICE, des subventions de la région. Légalement possible, il a dit Nord, que oui, il y aurait remboursement. Il y aura remboursement de tout ce qui est possible. On verra, légalement. Parce que les promesses de M. Macron, on les connaît. On les a vues chez Alstom, on les a vues chez Technip, et on les a vues chez Alcatel. Avec elle, Whirlpool ne sera jamais fermé. Ça, c'est un engagement qui, je trouve, est complètement démagogue. Oui, alors il y aura le rôle de l'État stratège qui viendra en soutien des entreprises. Donc vous répétez que Whirlpool ne sera jamais fermé. Grâce à la Caisse des dépôts, grâce à BPI France, grâce à la Banque de France, parce que nous allons recréer de la richesse nationale pour que les Français en profitent en France. Alors je rappelle juste, si vous le permettez, Bernard Monod et Philippe Martin, pour ceux qui prendraient cette émission en cours, que Philippe Martin, vous êtes un des conseillers économiques d'Emmanuel Macron, Bernard Monod, un des conseillers économiques de Marine Le Pen, que ce soir on pose la question de la manière suivante, Le Pen, Macron, qui va créer le plus d'emplois? On parle de politique économique avec cette finalité, une de ces finalités qui est bien celle de lutter contre le chômage et de créer de l'emploi. Tiens, puisque vous parlez d'État stratège, Bernard Monod, quelle est la place de l'État, pour vous, quel doit être le rôle de l'État en matière d'emploi, de lutte contre le chômage? Est-ce que c'est avant tout un État qui doit protéger de la vulnérabilité face au chômage? Est-ce que c'est un État qui doit lancer des grands chantiers? C'est quoi votre programme? L'État stratège de Marine Le Pen, c'est appliquer le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique. C'est exactement le cas sur Alstom. Alstom ne serait jamais devenu américain si Marine Le Pen avait été à la tête de l'État. Alstom aurait été nationalisé? Non, pas du tout. Non, il y aurait une montée en capital par la Caisse des dépôts et aujourd'hui, ce serait encore français. Et il n'y aurait pas eu des plans de licenciement, il n'y aurait pas de démantèlement des filières énergétiques, transport, etc. Mais ça veut dire quoi? Qu'il y a un secteur public industriel qui doit la Caisse des dépôts et le fonds d'investissement français. C'est une nationalisation dans ce cas-là. Non, monsieur. Quand vous montez au capital, vous nationalisez pas. Je m'excuse. La Caisse des dépôts est quand même une revoir institution un petit peu publique. ses cours. Bon. Donc, si vous voulez, la Caisse des dépôts aurait pu prendre des participations au moins temporaires pour que Alstom ne soit pas vendu au champion énergétique américain qu'est General Electric. Tout comme monsieur Obama n'aurait pas laissé acheter par Alstom General Electric. C'est impensable. Alors, c'est valable chez les autres, mais quand il s'agit de la France, ce n'est plus valable. Donc, ça s'appelle une trahison, comme ça a été le cas dans le dossier Technip, comme ça a été le cas dans le dossier Alcatel, SFR avec son ami Drahi. C'est exactement ce qu'a fait monsieur Macron et monsieur Hollande ont bradé la France, comme l'ont fait ses prédécesseurs d'ailleurs avec monsieur Sarkozy. Philippe Martin, quand on écoute Emmanuel Macron, on a l'impression, mais c'est peut-être une fausse impression, que c'est moins le rôle de l'État dans l'économie qui est mis en avant que la possibilité pour tout individu de créer, par exemple, sa propre activité. Est-ce que c'est une bonne compréhension de ce qu'il dit, ou bien est-ce qu'il y a les deux niveaux dans le programme d'Emmanuel Macron? C'est partial, parce que il y a en effet l'idée que pour créer de l'emploi, il faut créer de la croissance et donc il faut avoir des activités. Et il faut donc que l'État, et c'est là le rôle stratégique de l'État, donne les moyens aux entreprises, en effet, d'être compétitives et de créer de l'emploi. Donc c'est pour ça que nous on dit, il faut en effet baisser le taux d'imposition sur les sociétés pour qu'il y ait plus d'incitation à investir et à créer de l'emploi. C'est pour ça qu'on dit aussi qu'il faut transformer le CICE en baisse de charges simples et en particulier sur les bas salaires, parce que je vous rappelle qu'en effet, le chômage en France, il est très concentré sur les personnes qui ont le moins de qualifications et donc sur lesquels le coût du travail est vraiment un très gros frein sur l'emploi. Et donc c'est sur ces choses-là où en effet il faut créer un choc de confiance et il faut diminuer le coût du travail là où c'est absolument nécessaire, c'est-à-dire en particulier les travailleurs les moins qualifiés. C'est ça qui crée de l'emploi et c'est ça qui crée de la croissance. Après, est-ce que l'État doit avoir une politique industrielle ?
Oui, mais c'est pas de dire on va aider telle ou telle entreprise de manière ponctuelle. Il faut avoir une stratégie industrielle et ça signifie une stratégie en termes de recherche et développement, en termes d'innovation. Dans le plan de Emmanuel Macron, il y a un fonds de modernisation pour justement aider en termes d'innovation, de recherche et développement de 10 milliards qui est pour, en effet, il faut monter en gamme, il faut faire de l'innovation. On ne peut pas, et là, face au FN, très clairement, on a une stratégie très différente. C'est-à-dire que avec le FM, on se recroqueville sur le marché français. Nous, en revanche, on est conquérant. Ce qu'on veut, c'est en effet redonner la compétitivité aux entreprises parce que on ne peut pas sortir du monde, on ne peut pas sortir de l'Europe. Ça n'a aucun sens. Encore une fois, il y a trop d'emplois en jeu pour essayer ce type de mesures que d'ailleurs aucun autre pays en Europe ou ailleurs dans le monde n'a essayé. Royaume-Uni. Non, le Royaume-Uni met des tarifs sur ses importations. Vous le savez pas. On va rentrer en négociation de Brexit à partir de samedi. C'est pas exactement ce qu'elle a dit, en tout cas qu'elle voulait, puisqu'elle veut faire même plutôt des accords commerciaux. Un vaste plan de réindustrialisation de son pays. Voilà. Donc, elle a bien l'intention. C'est pas la même chose que d'avoir plus d'industrie. Comment vous le financez, monsieur, si vous n'avez pas votre banque centrale et votre monnaie? Voilà. Parce qu'en effet, ça c'est un point important. Tout ce que vous dites là, la Monsieur Banque Martin, centrale du Front National, elle fait marcher la planche à billets pour. Et qu'est-ce que fait Monsieur Draghi à l'heure actuelle? Il n'a pas injecté 1500 milliards dans les banques et dans les marchés financiers. Ça n'a rien à voir. Ne racontez pas d'histoire aux Français. C'est pour augmenter le taux d'inflation parce qu'on a une cible d'inflation qui est trop faible. Je m'excuse, c'est parce que tout le système bancaire européen est en état d'urgence. C'est ça la vérité. Bernard Monod. Je suis à la Commission européenne et j'entends les débats entre Monsieur Draghi, Monsieur Moscovici, etc. Ils sont aux abois. Le système est au bord du gouffre. Voilà. Mais moi, je voudrais vous ramener en France, justement, Bernard Monod. Mais laissez-moi poser la question, vous allez voir. Mais elle est évidemment en lien avec ce que vient de dire Philippe Martin, mais qui évoquait deux points. La question de la stratégie industrielle et la question du coût du travail. Qu'est-ce que vous dites, vous, sur ces deux points? C'est quoi la stratégie industrielle au Front National et quelle est votre approche du coût du travail? Est-ce qu'il faut aider les entreprises à embaucher davantage et en jouant justement sur les charges? Tout à fait. Alors déjà, pour résoudre le problème du chômage, on a parlé de la politique monétaire tout à l'heure. C'est une lutte contre l'inflation qui est menée depuis 25 ans, qui fait que quand l'inflation est très basse, le chômage est très élevé. 1. 2. Nous voulons réindustrialiser la France par un vaste programme de réindustrialisation. Comment vous le financez? Grâce en partie avec l'argent public de la Banque de France. Comment vous réindustrialisez pour créer des emplois? Eh bien, vous passez des accords avec des grands industriels français pour ne serait-ce que faire de la maintenance, soutenir effectivement la recherche et développement dans les emplois à forte valeur, enfin dans les secteurs à forte valeur ajoutée, comme l'aéronautique, comme l'automobile, comme la chimie, là où le génie français se réalise. Et puis aussi, vous arrêtez la concurrence déloyale. Donc là, on envisage environ 1,2 million à 1,5 million d'emplois d'ici 5 ans, grâce à ce vaste plan de réindustrialisation français. Et troisièmement, vous arrêtez la concurrence déloyale avec la directive travailleurs détachés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est voulu par l'Union européenne. Parce que ce que dit pas M. Martin, c'est que tout ce que prétend M. Macron faire, l'Union européenne lui interdira. Voilà. On va dire un mot de la directive travailleurs détachés parce que là aussi il y a un désaccord entre vous, je crois. Accord de la Commission européenne. Sur la question juste du coût du travail, Bernard Monod. Sur la question du coût du travail, Bernard Monod. Sur la question du coût du travail, il peut effectivement y avoir des améliorations de compétitivité des entreprises qui vont générer des marges bénéficiaires et qui vont améliorer à terme les salaires et les emplois, forcément. Les travailleurs détachés, cette directive qui fait beaucoup parler, sur laquelle un certain nombre de candidats, je parle de l'avant-premier tour, Philippe Martin avait plutôt des mots assez peu amènes. Emmanuel Macron est, me semble-t-il, là aussi, un des rares à ne pas avoir en tout cas demandé l'abrogation de cette directive. Pas l'abrogation, mais en revanche, il faut la revoir. Donc ce qu'il propose, c'est que aujourd'hui, la durée pour un travailleur détaché, c'est 2 ans. Donc c'est de le réduire à 1 an. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par exemple au niveau du SMIC, puisque vous payez le SMIC, mais en revanche vous payez pas les charges françaises, et comme il y a très peu de charges au niveau du SMIC, en fait, le problème c'est pas le coût du travail. Le problème c'est le travail détaché illégal.
et où là, il y a en effet un très gros problème en France et dans d'autres pays. Je rappelle aussi qu'Emmanuel Macron est le Premier ministre qui a mis dans sa loi, la loi Macron, le fait d'augmenter les pénalités sur justement le travail détaché illégal, d'augmenter les contrôles sur le travail détaché illégal. C'est lui qui a mis en place la carte d'identité dans le bâtiment et travaux publics, justement pour empêcher le travail illégal. Donc voilà, ce qu'il faut faire, c'est empêcher, aller beaucoup plus loin sur le contrôle du travail légal. Mais sur les travailleurs détachés, rappelons quand même qu'il y a entre 200 et 300 000 Français qui bénéficient de ce statut. Donc il va falloir dire aussi à ces travailleurs qu'est-ce qui se passe si on abroge la directive travailleurs détachés. Donc nous, on est pour améliorer cette directive. Bernard Monod, à partir du moment où la France fait partie de l'Union européenne, il faut bien qu'il y ait une mobilité qui soit possible pour les travailleurs. Si comme je l'ai compris, vous abrogez la directive travailleurs détachés, est-ce que ça n'est pas une façon finalement de dire on veut sortir de l'Union européenne? C'est une des conditions d'appartenance à l'Union européenne, c'est-à-dire de remettre en cause ce sujet-là de libre circulation des travailleurs dans l'Union européenne. Quand on a 6,5 millions de chômeurs faits par M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy et tout le radeau de la Méduse constitué par En Marche, eh bien, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire entrer des immigrés supplémentaires, des travailleurs étrangers supplémentaires pour venir faire le travail des Français? Non. Le devoir d'un État stratège, c'est de donner des emplois justement rémunérés à ses compatriotes et à ses citoyens. C'est le devoir d'un État. Voilà. Et d'un chef d'État. Ça signifie bien que vous sortez de l'Union européenne. Non, nous renégocions l'appartenance. Nous renégocions l'appartenance à l'Union européenne. Que je sache, le Royaume-Uni appartient à l'Union européenne. Ils sont pas dans l'espace Schengen, donc il n'y a pas de libre circulation des personnes. Et ils sont maîtres de leur marché du travail au Royaume-Uni. Voilà. Moi, j'avais compris que le Brexit, c'était justement pour sortir de la libre circulation des travailleurs. Le Brexit n'est pas encore en place, Monsieur Martin. Il y a un an, on était en pleine contestation, et ce sera ma toute dernière question, mais qui a évidemment un lien avec notre thématique de ce soir, l'emploi et plus largement le travail. On était en pleine contestation de la loi travail, loi El Khomri, qui donne un certain nombre de nouveaux droits comme le compte personnel d'activité, qui modifie aussi les conditions du dialogue social en donnant la primauté au dialogue au niveau de l'entreprise. Cette loi, est-ce qu'il faut la maintenir en l'état? Est-ce qu'il faut la supprimer? Est-ce qu'il faut la renforcer? Enfin, en tout cas, aller encore peut-être plus loin dans une modification du droit du travail? Philippe Martin et Bernard Monod. Philippe Martin. Nous, ce qu'on veut, c'est donner beaucoup plus de flexibilité au niveau de l'entreprise et en effet faire des accords au niveau de l'entreprise. Parce que toutes les entreprises sont différentes et que donc on ne peut pas avoir le même droit social qui s'applique exactement de la même manière partout. Et donc, il faut faire confiance au dialogue social au niveau de l'entreprise parce que c'est là où on est au plus proche de la réalité. Les TPE, les PME, les très grandes entreprises, les différents secteurs sont toutes très différentes. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est mettre sur la table des négociations tous les sujets, en effet, qu'on peut faire. Et c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays. C'est ce que demande aussi la CFDT. Et donc, nous, on est pour aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait. Et c'est en effet une vraie révolution sur le dialogue social parce que on fait confiance, en effet, au dialogue social au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que vous gardez, Bernard Monod, de la loi travail, si vous en gardez quelque chose, ou qu'est-ce que vous y ajoutez? On supprime la loi El Khomri. Pour quelle raison? Parce que c'est un scandale, parce que c'est une arnaque sociale. Sur la question du dialogue social, qui a été faite par Monsieur Macron. Il ne faut jamais que les Français et les salariés français ne l'oublient. Monsieur Macron et Monsieur Hollande. Mais en quoi c'est une arnaque? C'est-à-dire sur la question du en fait, ce qu'ils veulent, c'est casser le code du travail. Voilà, tout simplement. Alors, on le fait éventuellement évoluer, adapter à l'économie moderne. Je vous rappelle qu'il faut un accord syndical. Merci, si je peux terminer. Donc là, on parle de l'aspect légal, du code du travail. Bon. Donc, à partir de là, si vous voulez, ça peut évoluer, s'assouplir, mais on le fait en conditions d'expansion économique, pas dans une situation pré-crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation est tellement dramatique qu'en fait, on demande de supprimer la garantie du travail, tout simplement, aux salariés. C'est ça, c'est l'austérité que veut l'Union européenne et que devra appliquer M. Macron. Marine Le Pen veut faire exactement l'inverse. Eh bien, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat extrêmement éclairant, j'espère, en tout cas pour l'ensemble de nos auditeurs, qu'ils peuvent évidemment compléter, approfondir en allant
regarder sur les sites des deux candidats qui sont évidemment très très fournis en la matière. Merci Philippe Martin, merci Bernard Monod. Ce débat, vous pouvez le réécouter sur notre site franceculture.fr, la page du Grain à moudre. Merci à l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Cyril Baer. Émission réalisée par Romain Masson, avec à la prise de son Alexandre Dang. Demain, nous ferons une petite escapade en dehors de la campagne présidentielle pour un sujet consacré aux 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison-Blanche et à sa politique étrangère. Nous allons essayer de comprendre s'il est plutôt isolationniste, interventionniste ou peut-être un peu des deux, sioniste 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 ou peut-être un peu